Maintenant, pour la partie suivante, nous allons donc considérer les doses de rappel des vaccins contenant du DTC. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un petit rappel sur les recommandations des doses de rappel de vaccins contenant du DTC. Nous avons nos collègues qui sont avec nous aujourd'hui du siège de l'OMS, de l'UNICEF et de Gavi. Je vais présenter Stéphanie Schendale, qui travaille pour l'OMS avec l'équipe qui s'occupe des plateformes, justement. Merci beaucoup, Mario, et bonjour tout le monde, bon après-midi, bonne matinée, où que vous soyez. D'où que vous appeliez. J'espère que vous pouvez voir mon écran et que vous m'entendez. Déjà, avant de commencer aujourd'hui, on voudrait en savoir un petit peu plus. On veut savoir un petit peu qui est en ligne aujourd'hui. Donc, on a quelques petites questions de sondage. Je vais demander à Alex de lancer le sondage maintenant. Nous avons quelques petites questions liées au démographique. Donc, tout d'abord, faites-nous savoir dans quelle région de l'OMS se situe votre pays. Et on va déjà faire les 4 premières questions avant de montrer les résultats. Donc, vous allez les voir sur votre écran. Faites-nous savoir d'où vous appelez aujourd'hui. Une fois que vous avez fini avec cette première question, je crois que vous avez accès à toutes les questions en même temps. Donc, s'il vous plaît, dites-nous combien et lesquels des vaccins de rappel DTC recommandés par l'OMS sont déjà inclus dans le calendrier national de vaccination de votre pays. Donc, le pays dans lequel vous travaillez, est-ce que vous avez 3 rappels? Donc, enfance, adolescence, pardon, deuxième année de la vie, enfance, adolescente. Est-ce que vous en avez 2? Et est-ce que c'est dans ce cas la deuxième année de vie et petite enfance? Ou alors est-ce que c'est enfance et adolescence? Lesquels de ces boosters sont déjà inclus dans le calendrier national de vaccination de notre pays? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore de dose de rappel recommandée dans votre pays? On veut savoir si vous avez au moins un rappel dans votre pays. Est-ce que vous faisiez partie du NITAG, du groupe de conseil à ce moment-là? Est-ce que vous faisiez partie du groupe de travail? Ou est-ce que ça, ou est-ce que la dose de rappel est arrivée avant que vous ne fassiez partie du groupe national d'experts sur l'immunisation? Et enfin, si vous faisiez partie de la décision dans les recommandations, quels étaient les principaux facteurs qui ont motivé la recommandation d'un rappel DTC? Et pour celui-là, pour cette question, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Donc, j'ai juste savoir si, par exemple, les pays ont recommandé, c'était pour appuyer l'élimination du tétanos maternel et néonatal. Est-ce que c'était une situation d'équité, protection contre le tétanos pour tous? Les garçons et les hommes inclus. Est-ce que c'était pour prévenir les épidémies de diphtérie? Est-ce que c'était pour prévention des épidémies de coqueluche ou est-ce que c'était une autre raison? Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat et vous pouvez sélectionner plusieurs réponses pour celle-ci. J'ai encore 1 ou 2 secondes pour que tout le monde ait le temps de répondre. Apparemment, certaines personnes ont des problèmes avec le sondage. Ah, je peux voir que certaines personnes ont répondu, donc certaines personnes ont l'air de l'avoir. Peut-être que ça dépend du type de Zoom, hein. Peut-être que ça, c'est la mise à jour Zoom. N'hésitez pas à descendre un petit peu dans le sondage, comme ça vous pouvez en voir plus d'une option de réponse. En attendant, pendant qu'on attend, je vais également vous mettre quelque chose dans le chat. Je vais vous mettre la présentation d'aujourd'hui en espagnol et en français.
Je sais que nous avons des interprètes en espagnol et en français, mais comme on projette seulement les diapositives en anglais, on voulait partager ces fichiers, comme ça vous pouvez suivre vous-même dans une langue alternative si vous voulez. D'accord, je ne veux pas perdre trop de temps, donc je veux voir qu'il y a des réponses qui arrivent. Nous avons un mix de participants aujourd'hui sur diverses régions. Ah, juste une seule personne de Sierra qui vient de répondre. Alors, une personne de chaque région, en tout cas. Et on a également des réponses très diverses sur les rappels qui sont inclus dans le programme. Nous avons 16 participants qui ont des rappels dans leur calendrier. Deuxième année de la vie, petite enfance et adolescence. Euh, Et enfin, quelqu'un qui ont seulement à 2 ans ou quelques-uns qui ont seulement petite enfance. On a tout un mix, vraiment. C'est très intéressant d'entendre ça. J'espère qu'on aura le temps d'avoir une conversation à la fin sur les considérations, les décisions qui étaient impliquées. Je vois que beaucoup de ces recommandations étaient là avant que vous ne rejoigniez le groupe, le GCTV, le NITAG. Mais souvent, c'est les pays qui n'ont pas de rappel, justement, où ça va seulement être introduit maintenant, parce que dans les pays où ça existe déjà depuis longtemps, ça fait déjà un certain temps. D'accord. Maintenant, on va pouvoir avancer avec la présentation du jour et ensuite, on aura un petit peu de temps pour les conversations à la fin. Alors, je suis rejoint par mes collègues aujourd'hui de l'INSEF et de Gavi et de la partie approvisionnement de l'INSEF et on va travailler ensemble sur cette présentation. Je vais demander à Nicolas, Mina, Maria de se présenter très rapidement au début de leur portion des diapositives, mais nous espérons pouvoir vous donner une bonne vue d'ensemble de la logique sur l'utilisation de rappel. Il y a beaucoup de choses que vous savez peut-être déjà, mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu un rappel. Et on va vous parler également du fait que des opportunités, parce que le calendrier de financement de Gavi est ouvert. Et donc, la couverture de ces rappels fait partie de l'éligibilité du processus de candidature de Gavi. Donc, nous espérons qu'être dans la fenêtre de financement va aider à répondre à certains des défis que rencontrent certains des pays pour l'introduction de rappels dans leur programme. Alors, juste très brièvement, donc la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, donc le DTC, ce sont les maladies, les antigènes. On en parle souvent quand on parle des problèmes d'immunisation dans le monde entier, quand on parle des zérodoses, des enfants zérodoses, c'est souvent le DTC. Et ça fait partie des programmes depuis tellement longtemps que les gens ont tendance à un petit peu ne plus y penser, en particulier quand on considère un petit peu tous les nouveaux vaccins tout neufs que les pays peuvent considérer introduire dans leur programme. Planifier le tétanos et la coqueluche collectivement euh, représentent un certain nombre de décès tous les ans. En 2019, 167 000 décès ont été estimés, ont été causés par ces trois maladies. Une grande partie à cause de la coqueluche, suivie par le tétanos et une plus petite portion de la diphtérie. Mais nous savons également, après l'année dernière, où il y a eu une forte épidémie de diphtérie, que la morbidité, la mortalité de ces trois maladies doit quand même être prise en compte. Ce sont des maladies qui sont toutes évitables par la vaccination, mais le programme de la série primaire ne suffit pas car les diminue après ces 3 doses. Donc, on a besoin de rappels supplémentaires. Donc, juste un rappel rapide sur les recommandations de l'OMS sur la diphtérie. On sait que la série primaire de 3 doses est très efficace, mais comme on l'a dit, des doses de rappel sont nécessaires pour offrir une protection continue, au-delà de ce que vous pouvez obtenir seulement avec cette dose primaire. Donc, l'OMS recommande 3 doses primaires et 3 doses de rappel.
Et ça devrait conférer de très hauts niveaux de séroprotection, au moins jusqu'à l'âge adulte et on espère au-delà d'ailleurs. On a noté une immunité décroissante, en particulier lors des épidémies de diphtérie ou dans certains grands pays d'Afrique en particulier. Et certaines de ces données ont montré que quand on regarde le détail, 25% des cas dans les épidémies de diphtérie, environ 24% des cas étaient entièrement vaccinés. Ça veut dire que la diminution de l'immunité est un élément important et ça confirme bien sûr aussi que les personnes non vaccinées sont encore la partie principale des personnes qui tombent malades. Donc, il est toujours très important d'avoir les 3 doses primaires, mais l'immunité décroissante est un facteur quand même contributeur. Recommandations sur le tétanos. Donc, on sait bien sûr qu'il faut être vacciné pour être protégé. Si vous n'êtes pas vacciné, alors vous restez non protégé. Et ça va continuer lors de l'âge adulte. Donc, on sait que l'immunité diminue, que des boosters, des rappels sont nécessaires pour le tétanos et que chaque rappel va apporter une meilleure séroprotection élevée et plus durable. 6 doses de routine contribuent également à l'équité en garantissant une protection égale des garçons et des hommes adultes. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour atteindre les femmes en âge de concevoir des enfants, ce qui est fantastique, mais ça veut dire que les hommes et les garçons sont négligés dans le sens où ils n'ont pas forcément l'opportunité d'être protégés contre le tétanos à l'âge adulte, ce qui les rend vulnérables, en particulier parce que souvent ils ont des dangers liés à leur travail et ils sont plus exposés au tétanos et ils ne sont pas forcément suffisamment protégés. Donc, immunisation de routine pour les personnes plus âgées, c'est vraiment un problème d'équité. Les recommandations de l'OMS sur le tétanos et la coqueluche. La coqueluche est toujours endémique dans beaucoup de pays, mais la charge est difficile à évaluer en raison d'une surveillance et une notification qui est sous-optimale. Le but principal de la vaccination contre la coqueluche est de protéger les nourrissons et les jeunes enfants, chez qui le risque de mortalité est le plus élevé. C'est pour ça que nous commençons si tôt avec la série DTP. C'est vraiment pour protéger les jeunes enfants le plus rapidement possible. Et une zone de booster dans la deuxième année de vie étant normalement donc la protection. Donc, ce rappel est conseillé pendant la deuxième année de vie. L'immunité et l'impact réduit. Euh, c'est là que l'OMS dit que le pays ne doit pas passer du vaccin CE au vaccin CA, car nous savons que beaucoup de pays ont inclus un rappel à l'âge de l'adolescence contre la coqueluche, ce qui a montré qu'il y avait moins de risques pour les adolescents, mais ce n'est pas recommandé comme un moyen de protéger les nourrissons de la coqueluche. Une dose de rappel des naissances, ça diminue la maladie chez les adolescents, mais pas recommandé pour contrôler chez les nourrissons. Donc ça, c'est juste un rappel. Ça fait partie de notre célébration du calendrier de vaccination, le tout premier publié par l'OMS en 1961, donc un rappel de l'OMS. C'est intéressant de voir la façon dont les calendriers d'immunisation ont évolué dans le temps. Et c'est intéressant également de voir que même dans le premier calendrier, ça disait qu'il fallait vacciner au-delà des nourrissons, donc pendant la petite enfance et l'adolescence. Et il y avait déjà un rappel qui était conseillé à l'époque pour les enfants en âge d'aller à l'école. Les recommandations, bien sûr, ont évolué et les mises à jour les plus récentes euh, en 2017 ont fait plus d'efforts pour aligner les recommandations sur les antigènes pour que ce soit plus faisable pour les pays. Parce que comme on le sait, ces vaccins sont donnés comme des vaccins combinés pour tous les pays.
Donc, les recommandations doivent être alignées pour permettre aux pays de faire ça au niveau de la programmation. Donc, nous avons un calendrier de 6 doses recommandées. La plupart des pays font ça en donnant un vaccin Hexa ou Penta, une combinaison. Ensuite, nous avons un rappel qui est recommandé pendant la 2e année de vie contre tous les antigènes à nouveau. Et enfin, un rappel pour les enfants de 4 à 7 ans qui inclut le tétanos et la diphtérie. Certains pays incluent également un rappel à cet âge, certains ne le font pas. Ensuite, un rappel à l'âge de l'adolescence contre le tétanos et la diphtérie. Certains pays incluent la coqueluche, d'autres non. Donc, il y a diverses combinaisons de vaccins qui peuvent être fournis à cet âge. Tout n'est pas listé ici. Vous savez qu'il y en a plusieurs autres qui peuvent être utilisés dans différents pays au niveau mondial. Ça, en vert, ce sont les options qui sont appuyées par Gavi. Alors, je vais... Ah, attendez, je crois que cette section, c'est toujours moi. Encore une question de sondage. Je voulais savoir si vous pouviez deviner, en 2023, donc ce sont les données les plus récentes que nous avons, combien d'enfants et d'adolescents sont éligibles aux doses de rappel de DTC n'ont pas eu accès à des doses de rappel. Alex, si vous pouvez relancer le sondage à nouveau et voir ce que les gens pensent, savoir euh, com- pour pouvoir offrir les vaccins aux enfants et adolescents qui en ont besoin. Donc 500 000, 100 millions, 500 millions ou un... Ah, donc 100 millions, 500 millions, 3 personnes pensent peut-être 1,2 milliard. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. D'accord, donc la réponse est 1,2 milliard. 1,2 milliard des enfants et adolescents de moins de 14 ans. Donc 32% des enfants dans cette tranche d'âge qui vivent dans des pays où il n'y a pas un seul vaccin de routine de rappel offert. Et cette carte montre la distribution de cette inégalité. Donc, selon les données reportées en 2023, comme je l'ai dit, seulement 83 pays dans le monde ont les 3 rappels de vaccins recommandés et 43 pays n'en ont d'aucun. Donc, même si ces enfants sont protégés par une série primaire, l'immunité diminue très certainement pour ces enfants et il n'y a pas d'opportunité de rappel dans ces pays. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Nicolas de l'UNICEF. Et pour commencer la section de Nicolas, nous avons une autre question. Donc, avant de parler la parole à Nicolas, vérité ou mythe, les programmes doivent introduire les doses de rappel dans l'ordre, c'est-à-dire commencer par les enfants en 2e année de vie, puis par l'enfance, puis par l'adolescence. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Et à nouveau, descendez pour trouver la question numéro 6. Douze réponses, 13 réponses. Je donne encore 5, 4, 3. Voir s'il y a toujours des réponses qui arrivent. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, nous avons des réponses très mixtes. Et la réponse est faux. Mythe. Les pays peuvent introduire
Les doses de rappel, n'importe quel ordre. Chaque dose de rappel apporte un bénéfice et toute dose de rappel mais est préférable à l'absence totale de dose de rappel. Sur ce, je vais passer la parole à Nicolas. Merci beaucoup, Stéphanie. Si vous pouviez confirmer que vous pouvez m'entendre. Oui, c'est clair. Ok, très bien. Donc, pour se répéter rapidement, comme vous l'avez entendu de Stéphanie, l'OMS recommande que tous les enfants devraient avoir 3 doses de rappel pour étendre l'immunité au-delà des doses primaires. Et ces doses, on recommande de les donner à différents âges. Le premier, c'est pendant la 2e année de vie. Cette dose devrait contenir une dose complète de diphtérie, comme je pense que vous le savez par l'interprétation des vaccins, en particulier, par exemple, les femmes enceintes ont une dose réduite de diphtérie pour réduire la réaction au vaccin. Pendant la 2e année de vie, la plateforme, quand la plateforme a commencé, a été conceptualisée. Pendant la 2e année de vie, la plateforme de la 2e de vie commence à être consolidée. Donc, la planification pour le vaccin pendant la 2e année de vie, c'est de le fournir avec les autres vaccins, car cela réduit le nombre de contacts, c'est plus efficace. Aujourd'hui, seuls 4 pays dans le monde n'ont pas encore introduit une 2e dose de rougeole, qui est généralement dans les pays qui ont de faibles revenus. Mais il y a également, donc ça c'est pour la 2e dose contre la rougeole, mais il y a également beaucoup d'autres vaccins pendant la 2e année de vie. Donc, les vaccins, le, le multivalent, par exemple, le multivalent, le vaccin conjugué, euh, pour le VPC, le vaccin contre le paludisme pendant la 2e année de vie. Il y a aussi beaucoup de soins de santé qui sont donnés à cette époque, par exemple, comme la vitamine A, les suppléments de vitamine A qui commencent à 6 mois. C'est recommandé de les donner tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Euh, il y a aussi également le contrôle de la croissance. Le booster suivant, le rappel suivant peut être donné soit comme dose complète de diphtérie à nouveau, ou comme une dose réduite de diphtérie. Et ça se déroule environ quand les enfants commencent l'école. Et l'introduction de la 2e dose de DTC peut être utilisée pour introduire également des vérifications, des dépistages de vaccination à l'entrée de l'école pour rattraper les vaccins, par exemple, pour les enfants qui n'ont pas de documents sur le vaccin à cette époque. Les... Il n'y a pas toujours... Maintenant, il y a à peu près 80% des enfants qui vont à l'école primaire dans les pays à faible revenu. Et beaucoup dans les pays plus revenus plus forts, c'est 90%. Donc, c'est une excellente opportunité de fournir des vaccins de rattrapage et de faire des dépistages de vaccination. Et on peut utiliser ça également pour introduire une 2e dose de rappel DTC. La troisième dose de rappel, et on recommande de la donner entre l'âge de 9 et de 15 ans. C'est bien sûr au même moment que les recommandations contre l'HPV, que ce soit le VPH, qui soit ça cible la même tranche d'âge. Ce n'est pas une coïncidence. Dans les pays à faible revenu et à revenu moyen, le vaccin contre l'HPV est introduit et c'est généralement souvent donné aux filles. Et une proportion importante des filles qui sont vaccinées, qui ont environ 10 ans,
vont, dans les 10 à 15 ans, donner naissance à leur premier enfant. Et si elles veulent recevoir un rappel de diphtérie, tétanos, euh, cette, euh, cette dose contribuerait à la durabilité de la protection maternelle. Beaucoup de programmes contre le HPV sont mis à défi à cause des rumeurs, du manque d'informations, certaines qui sont liées au fait que c'est seulement un vaccin pour les filles. Il y a des rumeurs que le vaccin contre le papillomavirus est en fait en réalité un contrôle des naissances et que les filles ne pourront pas avoir d'enfants plus tard. La dose contre le papillomavirus est généralement donnée à un âge où les filles commencent à avoir leurs règles également. Et donc, il y a une association parfois qui était prise comme preuve que c'est le vaccin qui fait commencer les règles. Dans beaucoup de cultures, les filles, les vies des filles changent de façon importante une fois qu'elles entrent la vie reproductive et qu'elles peuvent tomber enceintes. Et bien sûr, la troisième dose, quand elle est introduite, elle doit être donnée aux filles et aux garçons. Beaucoup de pays utilisent la plateforme de l'école pour le vaccin contre le HPV et donner une infection aux garçons et en donnant le TD et le HPV aux garçons et aux filles. Et ça peut aider à démystifier un petit peu que le fait que ce vaccin est seulement pour un genre, seulement pour les filles. Mais comme Stéphanie l'a noté, il y a un fort argument pour l'équité des vaccins, pour le vaccin des garçons en plus contre la diphtérie. Après la période néonatale, il y a une égalité entre les nouveau-nés pour l'instant, ça le tétanos, mais il y a beaucoup plus d'hommes et de garçons qui contractent le tétanos. La raison, c'est que généralement, les hommes deviennent infectés par le tétanos. Ils ont plus de chances d'infecter que les femmes à cause du type de travail qu'ils font. Et c'est moins probable également qu'ils soient vaccinés que les femmes qui reçoivent le vaccin tétanos, diphtérie, coqueluche, qui reçoivent ce vaccin pendant la grossesse. En bas de cette diapositive, vous pouvez voir 9 documents de ligne directive qui sont liés donc aux doses de rappel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la dose de rappel est au cours de la deuxième année de vie, donc qui peut être, une option qui peut être DTC ou pétavalent ou hexavalent. C'est une dose, mais ça peut être également une quatrième dose qui est fournie en tant que quatrième injection de vaccin en pentavalo-hexavalent. C'est un des enjeux programmatiques pour chaque choix selon votre calendrier. Pendant la deuxième année de vie, le dose de rappel au cours de la deuxième année de vie, ça peut être co-administré avec d'autres vaccins qui sont donnés pendant la deuxième année de vie. La deuxième dose, par exemple, contre la rougeole, le paludisme, des vaccins qui peuvent être dans le calendrier vaccinal national. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, donc l'enfance, la dose de rappel pendant l'enfance, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il y a les 96 pays qui offrent les vaccins contre le papillomavirus et en même temps que le booster, le rappel contre le tétanos. Et tous ces pays sont plutôt en revenu moyen, moyen élevé ou élevé. Il y a 22 pays qui fournissent un rappel pour un rappel DTC pour les adolescents mais qui n'ont pas encore introduit le vaccin contre le papillomavirus. Et donc, pour
pour fournir le vaccin HPV et le vaccin DTC en même temps. Vous pouvez regarder vers la droite, voyez une case en rose qui dit que 32 pays au cours des dernières années vaccinent déjà contre le papillomavirus dans cette tranche d'âge pour les filles, mais aucun d'entre eux n'ont utilisé cette opportunité de vacciner les garçons et les filles en même temps, car le vaccin contre le HPV et contre le vaccin contre le HPV est donné. Et ça, euh, c'est le cas de beaucoup de calendriers de vaccins contre le HPV qui sont fournis à l'école, à l'âge de l'école, de façon à recruter, donner des rendez-vous aux filles. Et vers la droite, vous pouvez voir que 44 pays n'ont pas encore demandé l'introduction du vaccin contre le papillomavirus du tout. C'est une opportunité manquée. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah, je crois que c'est dans le mauvais ordre, hein, mais pas de problème. Oui, je crois qu'il y a eu un... Oui, je pense que nous avons déjà couvert cette diapositive, mais juste pour rappeler que les recommandations pour avoir une dose de rappel pour le groupe d'âge de 4 à 7 ans ne sont pas données sans raison. Euh, il y a également des lignes directives. Il y a un programme sur les enfants et les adolescents. Vous y avez un lien sur la vaccination scolaire. Vous pouvez voir en bas de la diapositive. Et les recommandations, c'est qu'il devrait y avoir au moins 2 contacts euh, pour le groupe d'âge de 4 à 7 ans et jusqu'à 3 contacts avec les adolescents en ce qui concerne les soins de santé primaires. Diapositive suivante. Oui, et je suis sûre que vous connaissez déjà tous un petit peu les efforts, hein. Euh, Beaucoup d'efforts ont été faits avec différentes activités pour atteindre autant de femmes que possible, mais également pour faire des vaccinations de routine pour les femmes enceintes. En présentant la dose de rappel, nous allons contribuer à la durabilité chez les mères. Ça peut également à réduire le nombre de doses de vaccin DTC dont il y a besoin pendant la grossesse, parce que si la documentation des 6 doses qui ont été données, la primaire, les 3 rappels, si c'est maintenu par les établissements de santé, alors ça veut dire que vous n'avez pas besoin de refaire une série complète tétanos, diphtérie, à chaque fois qu'il y a une autre grossesse. Diapositive suivante, je vois que c'est au tour de quelqu'un d'autre. Merci. Merci beaucoup. Donc, Amina Ismail Mogaï, je suis gestionnaire de programme avec Gavi. Et les diapositives suivantes vont juste montrer le soutien de Gavi. Euh,
pour les recommandations de rappel hein, dont nous avons discuté, dont les présentateurs précédents ont discuté. Donc, sur une diapositive qui était partagée, il y avait une carte qui montrait le manque d'équité sur les doses de rappel selon les pays. Je vais sûrement répéter cette diapositive, mais j'essaie de démontrer un petit peu plus l'éligibilité. Les pays qui manquent ces doses de rappel, qui sont disponibles avec l'assistance de Gavi. Euh, et je pense que beaucoup de ces pays qui n'ont pas de dose de rappel, qui reçoivent, par exemple, qui sont admissibles en bleu, en bleu, vous avez donc les pays qui sont admissibles au soutien de Gavi, autofinancement initial en bleu, en vert, transition préparatoire. Donc, ces pays peuvent vraiment utiliser l'opportunité d'introduire les rappels de vaccins DTC avec le soutien qu'ils ont déjà. Vous allez voir ça dans les diapositives suivantes. Et les pays qui n'ont pas de dose de rappel, sans dose de rappel, euh, ou ceux qui ont un ou deux rappels, ils peuvent rapidement introduire toutes ces doses et suivre les recommandations de l'OMS. Diapositive suivante. Il y a différents types de soutien auxquels les pays peuvent avoir accès. Ça décrit le soutien qui est disponible publiquement. Vous pouvez avoir plus de détails des lignes directives de Gavi, mais j'ai extrait les points importants. Donc, les aides à l'approvisionnement de vaccins, donc, qui accompagnent les vaccins pour la deuxième dose de rappel pendant la deuxième année de vie. Donc, ce sont pour les vaccins pentavalents, hexavalents, selon ce que les pays choisissent. Euh, il y a deux doses pour le deuxième rappel, le TD, qui ne sera pas disponible parce que c'est en dessous du prix de 0,20 US$ par dose, mais ils auront accès au financement suivant. Donc, ils pourront avoir accès à une aide au vaccin euh, qui, qui est disponible pour tous les pays, puis qui introduisent donc les doses de vaccins de rappel hein, à l'adolescence, pendant l'enfance. Ces pays peuvent avoir accès individuellement à une subvention pour l'introduction de vaccins. Ensuite, on a un système soutien au renforcement du système de santé. C'est une subvention qui est disponible dans tous les pays qui bénéficient de soutien de la part de Gavi. En plus de ce soutien, les pays peuvent utiliser cette opportunité pour s'assurer que d'autres aspects qui ne sont peut-être pas couverts peuvent être appuyés. Et enfin, nous avons donc le soutien à l'assistance aux pays ciblés, qui est disponible à différents niveaux. Et les pays peuvent utiliser cette opportunité également au travers de leur gestionnaire pays de Gavi, peuvent leur poser des questions pour pouvoir, en plus des autres assistantes aux subventions, voir comment on peut utiliser l'APC pour mieux soutenir, mieux aider les pays qui en ont besoin. Diapositive suivante. Donc, nous avons différentes options basées sur la phase de transition du pays. Donc, dans ma première diapositive, on parlait des pays qui n'ont pas encore introduit le rappel de DTC. Ils ont le plus d'opportunités pour introduire pendant la deuxième année de vie, mais également en termes de soutien supplémentaire, d'assistance supplémentaire, ils peuvent quand même postuler
Et c'est la même proportion qui a été utilisée. Et ce soutien peut être appliqué à tous les vaccins pendant leur phase de transition. Suivant. Ça, c'est juste pour démontrer les opportunités que nous avons actuellement, les pays qui sont admissibles à avoir du soutien pour certains rappels, les différents produits qui sont disponibles pour l'assistance Gavi. C'est également un document public auquel les pays peuvent accéder. Les pays peuvent choisir les différentes options euh, pour pouvoir postuler pour l'assistance Gavi. Donc maintenant, vous avez une fenêtre de financement qui est ouverte pour septembre pour cette année. Et donc, les candidatures seront revues selon les critères d'admissibilité de Gavi. Suivant, je crois que... Oui, d'accord. Je crois que ça, c'est peut-être ma dernière diapositive. On est en train de réfléchir à un outil qui aiderait les pays à analyser le type d'assistance à laquelle ils peuvent avoir accès avec l'assistance Gavi en se basant sur différentes options. Par exemple, cette assistance voudrait dire au niveau du pays, sur le coût du vaccin, sur les coûts programmatiques, pour démontrer. Donc, si un pays est intéressé à avoir les trois doses, hum, donc s'il décide par exemple sur deux doses ou combinaison, voir ce dont les pays ont besoin. On peut utiliser cet outil-là pour essayer les aider à voir un petit peu l'impact que ça pourrait avoir sur tout leur programme au niveau du pays. Et voir les coûts qui seront... Donc, c'est en développement. Une fois que les pays... Donc, ça va montrer un petit peu aux pays ce que ça veut dire au niveau économique, au niveau programmation, en termes d'essayer de justifier l'introduction du rappel que le pays veut introduire. Et les priorités pour 2025. Donc, les priorités pour 2025, donc il y a des matériaux de lignes directives qui vont être partagés avec les pays, des kits d'information, des outils qui aident à la prise de décision et des outils qui peuvent aider à définir les options disponibles à divers pays, les lignes directives de mise en œuvre qui peuvent être adaptées à une situation. Nous espérons avoir une assistante également pour les pays, pour les aider à consolider des informations dont ils ont besoin pour avoir une application, par exemple, mise en œuvre qui traverse le processus. On a également un ordre du jour d'apprentissage en cours. On a différentes organisations qui nous aident à définir les informations qui peuvent être utilisées par les pays pour avoir du succès dans leur candidature. Également l'opportunité de faire un plaidoyer sur une communauté de pratique pour la deuxième année de vie. On espère fournir une plateforme pour les pays pour que les pays partagent des informations pour apprendre des autres pays, voir ce que les autres pays font, pour les aider à leur propre planification. Enfin, on essaie également d'explorer un petit peu des programmes intersectionnels pour le vaccin contre le papillomavirus, voir les opportunités que d'autres pays peuvent apprendre.
ceux qu'ils peuvent apprendre de programmes existants, ceux qu'ils peuvent adapter au programme, à la programmation de programmes de rappel. Et je crois que ça, c'est ma dernière diapositive. Je vais passer à Nouria. Merci Amina, bonjour à tous. Je suis Nuria, je suis spécialiste approvisionnement pour F. Je vais couvrir cette section et en fait, c'est une seule diapositive. Donc, ce sont des considérations d'approvisionnement. Ici, pour nous, pour l'approvisionnement des vaccins, c'est important de prendre en compte l'approvisionnement en général, de comprendre un petit peu comment euh, les, les marchés sont interdépendants. Donc, par exemple, pour l'introduction de ce programme, c'est important de comprendre pour quel vaccin ce qui doit augmenter et dans quelle mesure. Donc, comprendre les pays, par exemple, qui vont introduire un rappel dans leur programme. Qu'est-ce que ce serait leur calendrier pour cette introduction? Et spécifiquement, ce que va être le vaccin choisi pour chacun des pays qui veulent introduire un rappel. C'est ce qui va permettre à l'UNICEF de communiquer avec les fournisseurs et de planifier de la façon appropriée. Vous pouvez voir donc les vaccins qui sont disponibles à l'approvisionnement au travers de l'UNICEF, à l'achat auprès de l'UNICEF. Donc le premier, vous avez l'option de dose de rappel 1. Donc c'est vaccin DTCE, pentavalent CE et hexavalent CE. La dose de rappel 2 pendant 4 à 7 ans, vaccins DTCE et DT qui peuvent être à l'achat auprès de l'UNICEF. Et pour le dose de rappel 3, c'est le vaccin DT qui est tellement disponible à l'achat par l'UNICEF. Je veux dire qu'en général, il y a un bon marché pour ces vaccins. Il y a suffisamment de capacité sur le marché pour couvrir la demande actuelle. Pour gérer une augmentation potentielle de la demande. Donc, dans ce cas, c'est important de définir les prévisions pour chaque vaccin pour assurer un approvisionnement approprié. Actuellement, l'UNICEF et les partenaires gèrent la demande et le processus des vaccins contenant du DTC et du DTCE dans le programme de rappel des vaccins hexavalents et VCDTC. Ainsi, ça permet d'équilibrer la demande avec la disponibilité d'offres du VC, des TCE et en même temps de s'assurer de regarder la santé des marchés sur le long terme. Merci. Et maintenant, je passe la parole, je crois, à Amina. Je, je crois. Ah, ça doit être la diapositive suivante. D'accord, ça doit être ça. Merci. Oui, merci. On a économisé un petit peu de temps de passer ces diapositives. Je crois qu'on arrive à la fin. Donc maintenant, ça, c'est une diapositive de résumé pour revenir aux raisons principales, à la logique, voir pourquoi et quand les pays doivent introduire ces rappels, les raisons de le faire. Ça revient à notre question de sondage au début et j'étais ravie de voir que des réponses ont été choisies pour voir par différents pays. On a parlé de 3 différents antigènes, 3 différentes raisons, et ça, c'est lié aux priorités des pays au niveau de l'élimination du tétanos, s'assurer de l'égalité entre les gens, entre les sexes, prévenir les épidémies de diphtérie et de coqueluche, une opportunité également de renforcer les systèmes de santé grâce à des possibilités d'intégration tout au long du parcours ou avec la co-administration avec d'autres vaccins, fournir d'autres interventions de santé. Donc, ça, ce sont les points principaux. Je ne vais pas tous les relire, hein, mais on a également développé un document de plaidoyer assez court que vous avez là dans le coin. On va le faire circuler. Ça va être disponible en français également. Ça va aider à résumer certains de ces points
de façon plus facile à digérer. Nous avons également des liens que nous avons référencés aujourd'hui. Et donc, je pense que sur ce, nous avons un petit peu de temps pour les questions et réponses. Oui, nous avons quelques questions dans le chat. Je vais les lire et tu pourrais décider. Donc, il les rappelle à l'âge adulte. Ils sont recommandés tous les 10 ans. Est-ce que la protection dure plus longtemps? Et est-ce qu'on a besoin de rappel à l'âge adulte? Et Est-ce que c'est quelle est votre opinion sur l'utilisation de faibles doses, par exemple, pour des vaccins hexavalents, est-ce qu'ils n'ont pas une limite d'âge? Est-ce que tu veux répondre aux deux là et ensuite je passe à la suite? Oui, peut-être que je vais commencer. Ensuite, je peux demander à Nicolas de continuer. Oui, certains pays recommandent des rappels pour adultes et bien sûr, c'est là qu'il y a une importance de faire des recommandations basées sur les pays, en se basant sur l'épidémiologie, les décisions pragmatiques pour le pays. Les recommandations de l'OMS sont claires. Si vous avez ces doses de booster lors de l'adolescence, alors en effet, comme vous l'avez indiqué, la durée euh, devrait durer, mais ça dépend aussi de la couverture de ces rappels. Donc, bien sûr, la couverture des rappels n'est pas si élevée. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des pays qui offrent des opportunités de rappel à l'âge adulte, parce que des fois, c'est des rattrapages, hein, parce que c'est quelque chose qui a été raté plus tôt, qui a été manqué plus tôt. Ça dépend également quand est-ce qu'on introduit. C'est une stratégie que les pays peuvent considérer, par exemple. Il y a parce qu'il y a d'autres opportunités pour des personnes qui sont à présent des adultes. Donc, ça peut être pour ça peut être basé sur le coût, les problématiques de location, l'épidémiologie. Et également, la raison pour laquelle nous introduisons ça pendant l'enfance, c'est que la protection continue à l'âge adulte et à l'adolescence. Les adolescents ne sont pas suffisamment protégés s'ils ne reçoivent pas se rappelle pendant l'enfance. Enfin, le problème de migration dans les pays à revenus élevés, ça souligne également l'importance d'avoir un bon programme de rattrapage pour les personnes qui viennent d'en dehors du pays et qui viennent dans le pays pour s'assurer qu'ils sont au même niveau de vaccination par rapport au programme d'immunisation. C'est, c'est pas tellement qu'on vaccine les adultes dans comme une routine, mais c'est plutôt vacciner les adultes parce qu'ils sont des populations qui n'ont pas forcément reçu le vaccin, peut-être dans leur pays d'origine, et qu'il faut suivre les recommandations du pays. L'OMS recommande que tous les pays aient ces calendriers de vaccination, de rattrapage qui soient prêts. Nicolas, nous allons parler un petit peu des vaccins à faible dose. Quand on a parlé de la faible dose de diphtérie, c'est la recommandation de préférence de l'OMS. Euh, et ça revient également un petit peu à la première partie du webinaire parce que l'OMS recommande d'utiliser donc la faible dose de diphtérie. Euh, La plupart des pays indiquent que ce n'est pas avant 5 ou 10 ans d'âge. Donc, c'est là aussi qu'il faut peut-être considérer, utiliser les recommandations de l'OMS, même si on parle de vaccin hors AMM. Nicolas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce point? Je pense que tu as tout bien couvert, mais cette question sur quel vaccin utiliser pour les adultes qui n'ont pas été vaccinés du tout, je suis en fait pas sûre. Je dois regarder ça, mais un commentaire rapide,
c'est que je ne pense pas qu'on considérait utiliser un pentavalent ou un hexavalent parce que les autres combinaisons dans ces vaccins n'auraient pas beaucoup de valeur pour un adulte. Donc, je pense qu'on utilisait peut-être un autre vaccin. Je pense que c'est un point important. Je vais voir si je peux bouger ça. Hélène, je crois. Le vaccin les vaccins qui contient des composants de la coqueluche qu'on utilise euh, pendant la grossesse. Euh, pour la coqueluche, dans les pays à revenus faibles, je ne crois pas qu'il y en ait qui utilisent cela. Mais s'il y a un problème de vaccination qui inclut vacciner la mère, bien sûr, dans ce cas, ça passe au-dessus de l'idée qu'on peut réduire la dose de diphtérie qu'on donne aux femmes enceintes parce que le but principal, c'est de protéger contre la coqueluche. Donc, si vous êtes complètement protégé à vie contre le tétanos et la diphtérie, mais que vous avez besoin de ce vaccin, vous avez juste besoin pour vacciner le nouveau-né contre la coqueluche. Oui, merci Nicolas. J'avais noté ici une question dans le chat de Tanzanie. Mais si vous pouvez lire la réponse à tout le monde, c'était quelles étaient les implications de coût euh, lorsqu'on donne le rappel pendant la deuxième année de vie plutôt que dans les adolescents, en particulier 9 à 14 ans. Peut-être Stéphanie, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Mais ce que je voulais noter, c'est que ce n'est pas vraiment un choix quand on introduit la première ou la deuxième dose. Les recommandations sont très claires. Les enfants doivent recevoir les quatre doses. Donc, pour cette raison, comparer le coût des différentes doses, ce n'est peut-être pas la bonne façon de penser au problème. Mais également, quand on introduit la deuxième dose, vers les 14 ans, ça c'est le plus compliqué parce que pendant la deuxième année de vie, pour les filles préadolescentes, il y a seulement il y a seulement quelques moments où on peut ajouter cette dose tétanos, diphtérie, et peu de pays ont un vaccin à ce moment-là de l'école. C'est un processus un petit peu plus compliqué, un petit peu plus cher. Le vaccin même n'est pas cher, c'est pas un vaccin cher comparé à tous les autres vaccins dans le programme. Et également Nassir, s'il veut dire quelque chose, oui, Nassir, à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, je regardais juste un commentaire sur le chat, je crois de la part de Daniela, sur la nomenclature de la vaccination, euh, d'utiliser peut-être grossesse plutôt que maternelle. J'ai trouvé que c'était un point intéressant. Donc, je voulais juste placer l'emphase sur le fait que la plupart des pays, l'OMS a recommandé 6 doses. La plupart des pays utilisent en fait 5 doses pour les femmes enceintes. Ces femmes sont encouragées à continuer à recevoir les doses à l'âge adulte, même après la grossesse. 2 doses pendant la grossesse. Et elle devrait refaire un rappel après 6 mois à 1 an. Donc, est-ce qu'on doit continuer avec cette nomenclature, hein, voilà, de vaccination? Et quand on parle des vaccins pour les adultes, la plupart d'entre vous connaissent, connaissent la question de la vaccination en dehors de la grossesse.
Et pour les populations à risque, les populations spéciales, par exemple. Donc, il y a ces vaccins pour les adultes qui présentent des défis. On doit se concentrer sur le fait que les boosters, la série de boosters va mener à une certaine protection avant que les gens n'arrivent à l'âge adulte. On, on doit commencer à réfléchir aux optiques des rappels dans les pays à faible revenu. Et également, on doit penser un peu aux disparités entre les sexes. Parce que finalement, on pense qu'on a vacciné tout le monde avec les vaccins primaires, qu'on peut faire des séries de rappels. Mais si on n'a pas fait ces doses de rappel, on va vacciner probablement les femmes premièrement, et on va voir des hommes bien adultes et qui ne sont pas protégés. On a également des populations à risque comme en Ouganda. Par exemple, on parle de la prévention contre le VIH, où les vaccins adultes sont très clairs et sont mentionnés peut-être tous les 10 ans, mais on doit respecter un intervalle recommandé par l'OMS pour ces doses. Voilà, merci. Oui, j'avais juste une anecdote rapide. Aujourd'hui, quand on regarde les cas, par exemple, dans les pays à faible revenu, plus de 2 tiers des cas de tétanos sont des hommes aujourd'hui. Et ça, c'est complètement différent de ce que je vois en Suède, où les peu de cas de tétanos qu'on voit, nous, en Suède, ce sont des femmes âgées qui travaillent dans les jardins. C'est parce que les hommes reçoivent les vaccins contre le tétanos pendant le service militaire, à chaque fois qu'ils ont un accident et qu'ils doivent être vus aux urgences ou quelque chose comme ça. D'accord, donc on a encore quelques minutes, mais je ne vois pas d'autres questions. Si vous avez des questions, levez la main, écrivez-les dans le chat. En attendant, je voulais quand même mentionner encore une petite chose, juste parce que ça va intéresser ce groupe et bien sûr, on va vous tenir au courant. Mais l'OMS va faire un groupe de travail sur la coqueluche. On va développer un groupe de travail sur la coqueluche. Ça fait un moment qu'on n'a pas mis à jour notre papier sur la coqueluche. C'est 2013, donc il faut faire un petit rappel. Tu as la vaccination maternelle, la vaccination des personnes enceintes, ou on va sûrement changer selon les recommandations de Daniel. Et sur les vaccins, la vaccination des adolescents, par exemple, avec les rappels de coqueluche, qui n'est pas forcément encore dans les recommandations de l'OMS, mais qui sont dans plusieurs programmes de vaccination dans divers pays. On va regarder ces données de plus près. Regarder de plus près les données sur l'utilisation des CE-CA pour la coqueluche, les vaccins en combinaison utilisés, combinaisons de vaccins qui sont utilisés, l'impact qu'ils ont de façon historique. Donc, c'est un domaine sur lequel on travaille juste avec l'OMS. Ça va continuer pendant un an, mais on va tous vous tenir au courant sur le progrès et voir s'il y a des changements sur les recommandations de l'OMS sur la coqueluche en particulier. Je vois à nouveau une main levée. Je ne sais pas si c'est une nouvelle main levée. Oui, c'est juste moi. Je voudrais juste savoir un peu de Amina. Je n'étais pas claire sur le lien entre les subventions et les introductions. Je voudrais un petit peu plus de clarté, de clarté. Oui, alors le lien entre le DTC et le ETSS, c'est que globalement, on soutient le système de santé, le côté système du santé du programme, et certaines des plateformes qu'on considère, par exemple pour les rappels de DTC, ça ne faisait pas partie de l'espace des vaccinations de routine pour certains pays, en particulier
aux points importants, par exemple pour l'enfance. On a des points, par exemple pour les adolescents, pour le papillomavirus. Donc, essayer de lier les programmes scolaires au financement, ça, qui pourrait être utilisé par des pays pour créer des points particuliers, des membres particuliers au moment de l'école. Nous avons également des subventions pour l'engagement communautaire, d'autres aspects qui sont disponibles. On peut lister tous les aspects. C'est différent selon différents pays qui peuvent participer, par exemple, bénéficier de support ETSS. Donc, tout ça est lié ben, au point de contact pour le DTC. Les pays peuvent postuler pour les trois ou pour les doses pour lesquelles ils se sentent plus à l'aise ou ils peuvent avoir accès et faire un lien avec le financement ETSS qu'ils ont. Mais tout ça, ça doit être en coordination avec les gestionnaires pays seniors qui, bien sûr, supervisent donc l'assistance et la candidature des pays pour les TSS. Mais il y a des opportunités qui peuvent lier les points de contact et le financement ETSS. Ça dépend vraiment des besoins du pays et j'espère que ça aide comme réponse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, donc sur ce, Stéphanie, c'est la fin de la réunion et juste pour vous dire, déjà, ce webinaire GNN est enregistré. Je vais le mettre dans le centre de ressources ce soir. Vous pouvez ainsi le partager avec le reste de vos membres du TAG qui n'ont pas pu rejoindre. Les diapositives vont être partagées pour ceux qui ont reçu le lien. Donc, si vous avez le lien de quelqu'un qui vous l'a envoyé, demandez à cette personne de vous envoyer également les diapositives. Troisièmement, il y a la réunion du SEJ du 10 mars au 14 mars. Tous les membres d'Unitag peuvent y participer. Vous devez juste vous assurer d'être dans notre liste d'emails. Nous ferons circuler. Le 12 mars, c'est la session NITAG à 15h45 heure de Genève. N'hésitez pas à écouter à cette session, je pense que ça va être très utile. Et le webinaire Sage Digest va être le 27 mars. À nouveau, vous allez recevoir un lien la semaine prochaine. Sur ce, Mario, est-ce que vous voulez faire des remarques de fermeture? Merci à tous, merci d'être là, merci pour les fantastiques recommandations et j'espère que vous verrez au Sage. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci tout le monde.